Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire, aujourd'hui dans Bien dans son job, on parle du Big Tour. Vous en avez entendu parler, le festival de l'entreprise en France, partout en France, et qui crée de l'emploi. On va en parler dans quelques instants avec Patrice Béguet, le directeur exécutif de la BPI. Il est notre invité. Les entreprises s'engagent comme chaque semaine, évidemment qui fait écho au Big Tour. On accueillera Mélanie Léger, elle dirige ML Service. Elle nous parlera de ses engagements en faveur de l'emploi des jeunes. C'est une entrepreneuse audacieuse. Et puis dans le cercle RH, on parlera des administrateurs salariés. Oui, vous pouvez être salarié et appartenir à un conseil d'administration. C'est la loi Pacte de 2019. Quels sont leurs droits? Comment ils prennent place dans ces conseils d'administration? Est-ce qu'ils sont victimes de pression? Est-ce que cette fonction est compliquée? On va en parler avec eux dans quelques instants. Ce sera le thème du cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les compagnons du Tour de France. Ça aussi, c'est une institution célèbre, très vieille institution, le compagnonnage, qui propose de très belles formations, des formations de qualité. Et on en parle avec Étienne Guéret, référent formation justement des compagnons du Tour de France. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son emploi, et on parle du Big Tour. Le Big Tour, il est peut-être ou va passer dans votre ville ou une ville proche de chez vous. Festival de l'entreprise partout en France. Ça crée de l'emploi et il a démarré beaucoup plus tôt que l'an passé. Vous vous en souvenez, ça avait été le Tour des plages. Il a démarré le 5 mars et on accueille Patrice Béguet. Bonjour Patrice. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir, directeur exécutif de BPI France. Alors, vous êtes modeste, vous allez me dire, je ne suis pas tout seul, mais vous êtes quand même la cheville ouvrière, celui qui portait ce Big Tour depuis sa création. D'abord, là, vous avez choisi d'allonger la durée. Pourquoi vous l'avez fait démarrer au mois de mars? Mais vous savez, beaucoup de régions nous ont dit il n'y a pas que les plages. Donc on est allé dans le centre, on est allé dans l'est, on est allé un petit peu partout. Il suffit de voir, on a démarré le 5 mars avec Jean Rodner à Strasbourg. Et donc aujourd'hui, la mobilisation des 3500 collaboratrices et collaborateurs de BPI France ont fait que cette volonté qui vient des entrepreneurs pour l'emploi et l'innovation devait avoir un marqueur. Alors, tiens, vous me parlez de Jean Rodner. On a une image qui est intéressante parce qu'on va rentrer dans le sujet. Le Big Tour, c'est du festif, parce qu'on le verra. Il y a de la musique le soir, on se détend. Il y a des émissions de radio, il y a des émissions sur Internet que vous animez, me semble-t-il, lorsque vous vous déplacez, des chefs d'entreprise. Et il y a du recrutement et il y a aussi des images. Regardez celle de Jean Rodner, qui est le président de la région Grand Est. Alors, vous lui avez fait faire quoi quand on va retrouver cette photo? Voilà, il est là. Qu'est-ce qu'il fait, Jean Rodner? Il a fait tout le cheminement, ni plus ni moins, de ce que font les gens. Donc, ils viennent par centaines, par milliers sur chacune des étapes. Et en fait, c'est la possibilité aujourd'hui de pouvoir créer son CV, aussi bien en vidéo qu'en print, de pouvoir être conseillé par des conseillers de Pôle emploi, de Manpower, et des 200 partenaires qui accompagnent la tournée. Là, donc, il l'a fait pour de vrai ou il l'a fait pour la photo? Non, il l'a fait pour tout le monde et pour montrer l'exemple. Donc, ça veut dire que dans l'espace là, dédié dans lequel était Jean Rodner, qui va se déplacer partout en France, un jeune ou un adulte en reconversion peut venir se faire accompagner. Ça, c'est très important. Complètement. En fait, c'est un recrutement plus cool, moins tendu pour le candidat, parce que vous avez des jeunes qui sont en difficulté, on le sait partout, et donc trouver un job, trouver un stage, trouver une alternance, créer leur boîte, c'est pas évident. Donc des fois il y a des manques d'informations et là avec le Big Tour, c'est le lien et c'est répondre, c'est anticiper, c'est en fait aller au devant de tous les Français pour donner espoir, pour donner confiance et avec beaucoup de valeurs, de simplicité, de proximité, de volonté, d'optimisme. On simplifie la relation entre le demandeur d'emploi ou l'alternant et le patron. Ça veut dire que, je ne veux pas faire de politique, le contexte est tendu, mais les cadres classiques et traditionnels ne correspondent peut-être plus aux besoins de ces jeunes qui se disent, après tout, c'est peut-être plus cool d'être accompagné dans cet espace et d'avoir une discussion directe avec la personne. Aujourd'hui, ils ont compris une chose, c'est que le camion emploi permettait de booster leur carrière. Et donc, il y a plein de porteurs de projets, il y a plein de créateurs qui sont accompagnés et avec beaucoup de chefs d'entreprise. Et en quoi croient les jeunes? Tout simplement aux femmes et aux hommes qui ont déjà entrepris. Donc c'est une véritable force d'avoir ce camion, tous ces espaces
pour l'emploi et l'innovation. Qui sont pour le coup des personnages inspirants aussi, qui vont peut-être leur donner envie eux-mêmes de créer leur propre boîte. Et qu'ils auront découvert quelques minutes avant dans l'émission Vive ta ville que nous animons avec plus de 45 chefs d'entreprise locaux, des créateurs d'entreprises, des startups, des TPE, des PME qui réussissent dans leur région. Patrice Béguet, vous avez un peu de recul avec ce Big Tour. Alors il a évolué, on se souvient que vous étiez venu sur notre plateau le présenter, je crois il y a 2 ans, avec une jeune artiste. C'était un peu le tour des plages et un côté festif. Là, vous avez choisi une formule un peu Tour de France, véritablement comme le Tour de France cycliste qui va démarrer dans quelques jours. C'était une volonté de pouvoir mailler un peu plus encore le plus grand nombre de villes. Vous étiez à Ajaccio ce week-end. On sera à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Savine-le-Lac. Vous irez jusqu'à Châteauroux presque, je crois que vous finissez à Saint-Quentin en Yvelines le 20 septembre. En métropole et on terminera dans les Antilles. Et les Antilles, il ne faut pas oublier. Oui. C'était une volonté de mailler un peu plus pour pouvoir toucher le plus grand nombre, les territoires. C'est très important. Vous parlez d'une jeune artiste qui s'appelait Gomard. Rappelez-vous, elle démarrait. Vous savez Elle ce qu'elle fait là? Elle va faire la première partie de Coldplay au Stade de France. Donc tout ça, ça a été possible par des synergies grâce à Live Nation, grâce à tous nos partenaires. Et donc c'est de permettre tout simplement d'y croire parce que ce pays, notre pays, il est extraordinaire, il est magnifique. Est-ce que vous avez l'impression de transformer finalement l'image qu'on a des entrepreneurs, la façon dont, il y a 20 ans, l'entrepreneur n'avait pas l'image qu'il a aujourd'hui? Il a pris une place centrale. Mais c'est comme l'industrie. Il y a quelques années, l'industrie, c'était Zola. Avec la French Fab, avec cette nouvelle communauté, nous avons redonné en fait les lettres de noblesse de l'industrie. Et Nicolas Dufourcq d'ailleurs a sorti le président un ouvrage BPI. Absolument remarquable d'exemple. Et donc en fait on se rend compte que quoi? Ce qui est important en France, et on va y arriver, c'est le plein emploi. Le gouvernement en parle, c'est l'accompagnement que peut faire BPI France à travers le financement, à travers le conseil, mais également tous nos partenaires bancaires, tous nos partenaires investisseurs, toutes les régions. Et donc aujourd'hui on parle de croissance, on parle de confiance et d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. N'oubliez pas une chose, un chiffre très important en France. 2021, c'est plus de 1 million de créations d'entreprises. On le sait aujourd'hui en France, pour réussir au niveau de l'emploi, c'est doubler le nombre d'entrepreneurs. Alors, il faut quand même préciser que BPI a été en première ligne pendant la crise Covid et que ces chefs d'entreprise que vous avez accompagnés, on ne parle plus là des recrutements, mais de ces chefs d'entreprise, ils viennent vous voir. Oui. Ils viennent vous remercier, ils viennent vous dire heureusement que vous étiez là. Ils ont été très nombreux encore sur les premières étapes. Enfin, je vais vous donner un chiffre quand même qui est important. 12 étapes, 10 millions de personnes qui nous suivent. Déjà, vous parliez de cette période du Covid, 2 chiffres très importants. Le prêt garanti par l'État, c'est 678 000 entreprises qui en ont bénéficié. C'est plus de 149 milliards d'euros. Donc ce qu'a fait le gouvernement, ce qu'ont fait les régions, ce qu'ont fait les villes, en fait c'est une équipe de France unie et réunie qu'on a vue. Les entreprises, là, aujourd'hui, traversent quoi? Une nouvelle étape compliquée. On voit une reprise des défaillances. On voit qu'il faut rester vigilant. Je ne sais pas quels sont les contacts terrain que vous avez, les ressentis terrain. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces chefs d'entreprise? D'abord, vous l'avez dit, merci, parce qu'ils sont accompagnés, ils sont suivis. 85%, vous entendez bien, 85% des entreprises qui ont été accompagnées sont toujours en activité 3 ans après leur création. C'est un chiffre excellent. Ça veut dire que malgré quelques difficultés qui sont liées à la conjoncture, on voit la crise ukrainienne, l'inflation, vous nous dites le soutien financier qu'a apporté la BPI et l'État a permis aux entreprises de continuer à se développer. Et plein d'innovations. Vous voyez bien aujourd'hui le programme qui a été fait sur emploi, un jeune, une solution. Formidable. Le volontariat territorial en entreprise, permettre à un jeune d'être patron, quasiment patron, bras droit du patron d'une PME. Formidable. Donc aujourd'hui, entre le financement, la garantie, l'accompagnement, le conseil, l'export, l'innovation et la communication, on accompagne vraiment les entrepreneurs français. On en revient au Big Tour, ça c'est de la communication, c'est une forme de vitrine pour donner une autre image de l'entreprise. Parce que la finalité c'est cela, c'est d'apporter un autre regard, vous dépoussiérez, parce qu'il y a de la musique, parce que c'est fun, parce qu'on rigole, parce que c'est détendu. C'est ça votre philosophie finalement, la transformation de l'image. L'image de l'entrepreneuriat, c'est une image hyper volontariste. Et donc aujourd'hui, toutes ces personnes sur nos territoires qui sont animées avec cet esprit fort, parce qu'ils créent des emplois, ils font de la croissance. Donc nous, plus que jamais, à travers les différentes communautés, de la French Tech pour l'innovation, de la French Fab pour l'industrie, des industries culturelles et créatives avec la French Touch, de la French Care au niveau de la santé, du coq vert pour le climat, toutes les communautés sont unies sur cette tournée. Alors ça c'est une phrase que j'ai notée, vous avez donné une interview, vous dites mais j'aimerais bien impliquer tous ces gens l'un dans les autres, du climat dans la tech, mais de la tech aussi dans les sujets climat. Il y a quand même cette idée de faire tomber les murs, de décloisonner tout ça. Décloisonner complètement. D'ailleurs, regardez, les invités qui viennent sur le plateau, ils ont tous 1, 2, 3 coques sur eux. Aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de technologies
dans l'industrie, d'où le lancement de Tech in Fab. Il y a un sujet qui est très, très important aussi dans ce festival de l'entreprise, le Big Tour, c'est le Made in France. Cette bataille pour sauver nos industries, c'est pas gagné encore. C'est la réindustrialisation. Et aujourd'hui, il y a la conscience des entrepreneurs, des collectivités locales, de l'État. Tout ce que se fait par les territoires. Et une fois de plus, on peut impulser, injecter au niveau national, mais les énergies créatrices sont dans nos territoires et il faut les bonifier. Pour ce qui est des recrutements, alors on imagine que ça ne se passe pas là où était tout à l'heure Jean Rotner, il y a un échange, un premier contact, puis ensuite peut-être qu'on poursuit dans l'entreprise la suite. Vous aurez un tableau de bord du nombre de jeunes, ou pas d'ailleurs, qui grâce au Big Tour ont réussi à décrocher soit leur premier emploi, soit un nouvel emploi. Ou un job. Ou un job. Voilà. Et en fait, c'est très simple, même des fois des stages, des alternances. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y a autant de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de travail et autant de postes à pourvoir dans plein de secteurs? C'est pas possible. Donc il faut faire matcher les deux. C'est ce qu'on a fait avec le Big Tour. Et aujourd'hui, c'est des centaines dans certaines villes et des fois des milliers dans d'autres villes. Vous savez, le dernier exemple, c'est Ajaccio. 1 600 000 personnes ce week-end nous ont suivis, ont demandé plein d'informations sur les gens qui recrutaient. Et donc c'était formidable de voir tous ces entrepreneurs corses pouvoir aujourd'hui donner de leur force pour les emplois. Vous, à titre personnel, Patrice Béguet, ça vous apporte quoi ce Big Tour? Parce que c'est quand même une plongée, non pas que vous soyez déconnecté, mais BPI c'est à Paris, c'est une plongée dans la réalité des territoires, de gens qui vous connectent. Ça vous apporte quoi? Personnellement, rien. Mais j'apporte, si vous voulez, je passe à peu près 15% de mon temps à Paris. Donc peu. Et vous bougez? Tout le temps. 3 à 4 jours en région. Parce que je vous le dis une fois de plus, les constructions qui sont en train de se faire entre les régions, les villes, toutes les associations locales, c'est sur le local que ça bouge, c'est sur le local que ça vit. Et donc on a besoin des deux. Il n'y a pas Paris contre les régions, il n'y a pas l'État contre les régions. C'est une équipe unie, c'est l'équipe de France, c'est celle qu'on aime. L'équipe de France, celle qui crée de l'emploi qui innove et qui invente le monde de demain, puisqu'on parle avec cette tribune dans le JDD des 3 grands patrons énergéticiens qui nous disent attention, il va falloir commencer peut-être à lever le pied sur le gaz, qui sont des sujets qui impactent directement les chefs d'entreprise. Je suis persuadé que vous êtes déjà évidemment dans le Big Tour actuel, mais vous êtes en train de penser au suivant. C'est un peu comme les artistes. À peine terminé, vous en préparez un autre. C'est quoi la suite? Vous avez parlé de plein emploi. Vous dites, on peut y aller à ce plein emploi. Vous y croyez? Moi, j'y crois fortement. La croissance et l'augmentation du pouvoir d'achat. Tout le monde y travaille. D'après, ce sera le Big à Bercy, le 6 octobre prochain. Vous y serez avec vos caméras, les équipes. On le souhaite. Vous le serez. Et donc, qu'est-ce qui va être important aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit au niveau du pays? Est-ce qu'on peut rester comme ça, rester les bras croisés, voir ce qui se passe dans le monde? Non. Tous les gens nous disent qu'il faut se transformer. Plus, il faut se métamorphoser. Mais la métamorphose, c'est la thématique de Big. Métamorphose, et je leur dis parce que c'est l'émission et c'est le thème de notre chaîne, des entrepreneurs audacieux, parce que vous les portez en fait, vous les accompagnez, ces entrepreneurs, et j'ai envie de dire, vous leur donnez le carburant qui leur permet d'avancer, parce que c'est tout l'intérêt de BPI en fait, hein. C'est de mettre l'essence pour leur permettre d'aller vite. C'est ça, c'est cette liberté, c'est ce coup d'accélérateur. On est en fait ce catapulteur d'entrepreneurs, et s'il y a 3 mots à dire, je dirais liberté, c'est important pour eux, égalité, parce que aussi bien les quartiers que les grands groupes sont avec nous, et puis surtout le 3e point, investissez. Investissez et accompagnez ces entrepreneurs dans leur vision, dans leurs innovations, parce que c'est eux qui portent le monde. On va peut-être voir, on a vu des images tout à l'heure, on va peut-être les revoir c'est le teasing hein, qui donne un peu envie de... Si vous êtes dans une des villes, c'est facile, allez sur le site bpifrance.fr. bpifrance.fr, vous avez la liste de toutes les villes. On va vous en donner quelques-unes. Mercredi 29, c'est Aix-en-Provence, vous l'évoquiez. Samedi 2 juillet, là, c'est ce week-end, le week-end prochain, la Londe des Morts, 83, c'est un lieu de vacances, en tout cas dans une zone touristique. Lundi 4, Savines-le-Lac, Narbonne, le mercredi 6 juillet, puis vendredi 8 juillet, Vieux-Boucau. Alors là, vous repartez, j'allais dire, vous retraversez. Il faut quand même préciser que sur les coulisses du travail mené par vos équipes, c'est quand même un barnum de cirque. Hein, parce que c'est 120 personnes, voilà, faut le dire, plus à chaque fois une centaine de personnes que nous recrutons localement. C'est une caravane qui se déplace et qui va installer... 22 semi-remorques. Voilà, c'est ça. Donc, félicitations aux équipes. Hein. Voilà, je voulais avoir un mot pour les équipes qui installent, qui désinstallent. Absolument. Et ça ressemble un peu au Tour de France, parce qu'une fois que c'est terminé, on démonte la scène, on rentre dans les camions et on repart.
à la rencontre des Français et des entrepreneurs. Patrice Béguet, on sera là, oui, à Bercy. Vous avez notre parole. Merci d'être venu nous éclairer. Prochaine date, Aix-en-Provence, si vous êtes du côté d'Aix ou dans la région des Bouches-du-Rhône. Allez donc voir le Big Tour ou passer le soir pour aller prendre un verre aussi, puis écouter de la musique, parce qu'il y a aussi de la musique. Patrice Béguet, directeur exécutif de BPI France, merci d'avoir fait un détour par les studios de Bismarck. La suite de nos programmes, ça va vous intéresser. Les entreprises s'engagent avec un jeune, une solution, notre partenaire à la rencontre d'entrepreneurs. On accueille l'entreprise tout de suite. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, un jeune, une solution, un entrepreneur, une entrepreneuse qui s'engage pour l'emploi. On accueille aujourd'hui Mélanie Léger. Bonjour Mélanie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors, votre entreprise s'appelle ML Service. En préparant l'émission, je me dis, tiens, il y a peut-être bien un rapport avec les initiales de Mélanie Léger, fondatrice, dirigeante donc de ML Service. Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que fait votre entreprise ? Alors en fait, ML Service, c'est une entreprise un petit peu assimilée à un organisme de formation, puisque le but, c'est d'aider les gens à trouver leur voie, donc à travers différentes formations. On a les bilans de compétences qui vont être déclinés après en différentes sous-catégories. Donc avec les spécialités burn-out, les fabriques de l'énergie positive, enfin voilà, il y a différentes choses. Et à côté de ça, c'est également une chargée de recrutement pour les entreprises avec un recrutement inclusif. Alors c'est intéressant parce que votre histoire professionnelle, votre parcours de vie fait évidemment écho ou fait miroir à la création de votre entreprise. Parce que vous quittez le bac et comme vous ne savez pas trop où vous allez, vous commencez à travailler tout de suite. C'est ça votre histoire au départ. C'est ça, tout à fait. En fait, à l'école, j'ai toujours eu des gens qui m'ont dit ce que je devais faire, où je devais aller, quelle section je devais choisir. Et je trouve que... Et vos parents aussi qui devaient apporter aussi leur grain de sel. Voilà, et finalement, on ne m'écoutait pas vraiment. Et à 18 ans, je suis rentrée dans une section qui ne me plaisait pas du tout. Et en fait, du coup, je me suis dit, il faut que j'aille plutôt... trouver ma voie par moi-même, en fait, aller travailler directement. Donc, je suis passée par différents métiers. J'ai fait de la menuiserie, de la couverture, de l'électricité. J'ai fait caissière. J'ai fait plein de jobs en intérim pour trouver ma voie, ce que j'ai trouvé un peu plus tard, et ce qui fait que j'ai repris, du coup, mes études en alternance par la suite. Banque, commissaire aux comptes, agence d'emploi temporaire. C'est-à-dire que là, vous passez dans le secteur tertiaire, après avoir connu les métiers manuels. Ouais. Donc, une vue un peu panoramique du monde du travail. À quel moment vous décidez de devenir entrepreneuse? Ou est-ce que vous ne l'étiez pas déjà, finalement, à la sortie du bac, dans cette espèce de façon d'être libre, de vouloir choisir votre vie? Je pense qu'en fait, au fond de moi, j'ai toujours voulu ouvrir mon entreprise. Je cherchais juste la bonne idée. Et surtout, en fait, en étant jeune, on n'a pas forcément non plus toutes les connaissances nécessaires à être, on va dire, crédible. Je le dis entre guillemets parce que voilà, c'est crédible face à des personnes qui peuvent être dirigeants d'entreprise de 40, 50, votre légitimité. Années. Voilà. Donc, je voulais aussi avoir un poids et toucher un peu à tout avant de me lancer. Là, aujourd'hui, vous êtes confronté à la crise de croissance de quelqu'un qui a démarré son entreprise en juin 2020. L'entreprise va avoir 2 ans, donc elle existe depuis 2 ans. Et vous êtes dans une phase où vous allez devoir vous appuyer sur des collaborateurs, des formateurs. Quelle méthode vous utilisez? C'est quoi? C'est un jeune, une solution? C'est le bouche à oreille? Vous êtes à Troyes, dans l'Aube, et non pas dans Lyon, comme je l'ai dit par erreur. C'est quoi? C'est des réseaux? C'est des profils particuliers? Vous cherchez des gens particuliers en plus, c'est compliqué. Alors en fait, oui, aujourd'hui, en fait, je me retrouve confrontée avec beaucoup de personnes qui me sollicitent parce que le Covid a fait qu'ils se sont remis en question sur leur métier. Se sont un peu tournés vers moi parce qu'ils savent que j'ai un parcours assez atypique et que je suis du coup très compréhensive sur leur parcours. Et du coup, je recherche des personnes, des formateurs en fait, qui ont cette vision que j'ai, c'est-à-dire d'accompagner les gens dans leur retour à l'emploi, etc. Et du coup, je suis rentrée dans le club inclusive, All Inclusive de l'Aube, donc qui fait partie de la CCI, qui me permet également de toucher encore plus de personnes et d'avoir un réseau qui peut se créer, quoi.
Là, aujourd'hui, en termes de recherche d'emploi, vous recherchez quoi? Quel profil? Et jusqu'où vous pensez aller dans les 2 années qui viennent? Vous faites un peu de prospective en disant, voilà, il faut que j'embauche. D'abord, les formateurs sont souvent des prestataires. J'imagine qu'il n'y a pas d'embauche directe. Pour l'instant, il y a des embauches en direct ou c'est que de la prestation? Non, pour le moment, je fais que avec des prestataires parce que, comme vous l'avez dit, la formation aujourd'hui, on est plutôt indépendant. En revanche, une personne qui va venir me solliciter, comme ça a été le cas il y a quelques mois, une personne qui n'était plus bien dans son entreprise, qui m'a dit « j'aimerais faire ce que tu as fait », je l'ai aidé à construire son entreprise. Je lui ai donné les contacts qu'il fallait pour qu'elle puisse se lancer, etc. J'attends qu'elle puisse se faire la main. Et puis dans quel secteur, excusez-moi? Travailler avec moi. La personne qui vous a vu, c'est quel secteur? Alors, elle est plutôt orientée sur tout ce qui est commerce pour les jeunes, donc bac pro vente, bac pro BTS, NDRC, etc. C'est plutôt issu de ça. Donc, voilà. Concrètement, j'appelle ou j'envoie un mail à ML Service. Quelqu'un me répond, vous, j'imagine. En quoi vous répondez à mes besoins? Je vous dis, voilà, j'ai un emploi, mais je me sens mal. Je voudrais quitter cet emploi, je voudrais que vous m'accompagniez. Est-ce que ça se passe comme ça? Alors, oui. Alors, on va avoir une première conversation, effectivement, pour savoir un petit peu pourquoi ça se passe mal, en fait. Le diagnostic, quoi. Voilà, de diagnostic, pourquoi ça se passe mal. Est-ce que c'est vraiment par rapport au job ou est-ce que c'est par rapport à l'entreprise? En fait, il y a 2 nuances. On peut très bien ne pas aimer son job, mais aimer son entreprise. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, on peut envisager soit une évolution de carrière, voilà, et en restant là où on est, soit changer d'entreprise. Et dans ce cas-là, c'est là où il y a un peu plus de travail. Et comment vous vous définissez? Parce que ce que vous me décrivez là, sur ce plateau, quasiment toutes les semaines, on a des coachs qui viennent nous faire part aussi de ces interrogations. Vous êtes quoi? Entrepreneuse, coach, psychologue, accompagnatrice? Comment vous vous définiriez? Alors moi, je me définis comme accompagnatrice et développeuse de compétences. Ni formatrice, ni coach. Parce que, en fait, aujourd'hui, je trouve que formateur, c'est vague et précis. On a consultant, on a coach, en fait, galvaudé. On a plein de mots. Voilà. Et moi, je suis plutôt là pour développer les compétences, c'est-à-dire que les personnes, elles ont toujours un savoir-faire qui existe ou un savoir. Vous les faites émerger. Et en fait, on fait ressortir le tout. Voilà. Concrètement, vous qui avez vraiment les pieds sur le terrain, là, au contact des salariés, de gens qui sont un peu gagnés par le blues, ils sont de plus en plus nombreux, ceux-là, à essayer de se dire il y a autre chose en moi, je voudrais le valoriser là. Oui, il y en a eu de plus en plus. Covid, hein. Ouais, le Covid a vraiment changé la perception des choses des gens, en fait, sur leur vie, sur leurs envies. On a des personnes aussi qui arrivent à un âge où, en fait, au-delà du Covid, hein, même en dehors, par exemple, les mamans qui ont pris un job à 20 et quelques années après leurs études et qui ont élevé leurs enfants et puis qui arrivaient à 45 ans, quand les enfants quittent le nid, se disent « Ok, et maintenant je fais quoi ?» Voilà. Et maintenant, je fais quoi vraiment de ma vie, en fait? C'est ça, voilà. Je fais quoi de ma vie? Ce job, je l'ai pris parce que c'était alimentaire et aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Donc ces personnes-là aussi, on les accompagne et on leur montre qu'il y a d'autres choses qui peuvent exister. Pour l'instant, combien de clients, je ne sais pas si vous les appelez vos clients d'ailleurs, parce que ce n'est pas une relation que commerciale entre vous et eux, combien vous avez de personnes là, que vous suivez? Alors, à l'heure actuelle, je suis sur 25 personnes en ce moment en même temps. Donc oui, d'où l'importance de... C'est énorme. Voilà, c'est énorme parce que c'est en moyenne des accompagnements qui vont aller entre 14 et 24 heures, donc découpés en plus. Donc c'est beaucoup de travail. Et depuis la création de l'entreprise, je suis à peu près 450-500 personnes d'accompagner. Depuis juin 2020. C'est ça. C'est colossal. Et donc à la recherche de formateurs, mais peut-être aussi en fonction aussi du matching, parce qu'il faut que ça matche en fait, il faut que ça colle. Oui, il faut que ça soit mes valeurs, il faut que ça soit vraiment de l'accompagnement et non pas de la formation, dans le sens où on apprend quelque chose à quelqu'un, on est juste là pour faire ressortir ce que lui sait déjà. Merci Mélanie Léger de nous avoir rendu visite avec autant de sincérité et d'envie. Fondatrice et dirigeante de ML Service avec un S, car plusieurs services proposés, avec un site internet, un téléphone, et je pense que c'est vous qui répondrez. Oui. Au téléphone, ça se passe à 3. Et en tout cas dans tout le département, peut-être même au-delà, j'imagine. Au-delà. Vous allez au-delà, au moins dans la région c'est la Bourgogne, hein, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté. Grand Est, et puis donc on a la frontière de Bourgogne. Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça, c'est à cheval sur 2 régions. Merci Mélanie de nous avoir rendu visite. Merci à vous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause, on va s'intéresser aux administrateurs salariés dans le cercle RH. Tiens, qu'est-ce que c'est? Bah oui, ce sont des administrateurs, membres du conseil d'administration, mais ce sont les représentants des salariés. On va en parler avec nos invités
invité pour savoir comment ça se passe. C'est tout nouveau. Comment ça prend avec les administrateurs plus traditionnels venus d'autres horizons sociologiques. On en parle juste après la pause. C'est le Cercle RH. Le Cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On parle aujourd'hui d'un sujet, peut-être vous en avez entendu parler, mais de loin, des administrateurs salariés. Oui, des salariés qui sont membres des conseils d'administration des grandes entreprises, qu'on reviendra évidemment sur la taille des entreprises. Comment ça marche? Qui sont-ils exactement? Comment ils réussissent à trouver ou pas d'ailleurs leur place au sein de ces conseils d'administration? On va en parler très directement avec deux spécialistes du sujet. Karine Donien-Sauze, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice générale de l'Institut français des administrateurs, et j'ai envie de rajouter, et des administratrices. Merci d'être là. Vous allez nous éclairer. Il y a beaucoup de publications d'ailleurs de l'IFA sur tous les sujets et pas exclusivement sur les administrateurs. Merci en tout cas d'être là. Et puis Hugues Paillard est avec nous, administrateur salarié BNP Paribas, membre du syndicat SNB-CFE-CGC, et vous êtes coprésident du club des administrateurs salariés de l'IFA. Par le plus grand des hasards, on s'était rencontrés un peu à bâton rompu et vous m'aviez parlé de votre réalité, Hugues, d'administrateur salarié. Vous êtes donc au conseil d'administration de BNP Paribas, qui est un très bel établissement bancaire. D'abord, juste en quelques mots, mais c'est intéressant, comment on arrive doucement dans sa vie à devenir administrateur? Parce que j'ai vu que dans votre parcours, vous avez d'abord commencé comme directeur d'agence. Vous êtes aujourd'hui administrateur parmi des membres du conseil d'administration qui ont des jetons, qui ont des positions sociales importantes, qui ont une attitude, qui ont des titres pour certains d'entre eux, et vous êtes parmi eux. Comment ça s'est passé ? Écoutez, j'ai une carrière, je dirais, de réseau bancaire. Hein. Moi, je suis un pur produit, entre guillemets, BNP Paribas, BNP à l'origine, voilà, avec, comme vous l'avez dit, une carrière directeur d'agence, chargé d'affaires entreprise. À partir des années 2010, je me suis consacré à la représentation des salariés, une représentation sociale classique. Hein. J'étais élu au comité social et économique, enfin ce qu'on appelait à l'époque le comité d'entreprise, puis au comité européen. Et je me suis toujours intéressé aux instances de décision, hein, puisque vous avez envie de savoir où se prennent les décisions. Il y avait donc déjà une personne qui était administratrice salariée, puisque c'était une administratrice qui me précédait. Il y avait d'ailleurs, deux personnes au conseil d'administration. Et quand cette personne est partie à la retraite, j'ai eu envie de la remplacer, tout simplement. Donc j'ai sollicité mon organisation syndicale pour pouvoir être candidat sur les listes, puisque chez BNP Paribas, c'est une élection. Juste un mot, puis je vais donner la parole à Karine Donien-Sauze sur l'esprit de la loi, le pourquoi de deux représentants. On a bien deux représentants, je ne dis pas de bêtises, salariés. On fait attention à son costume, on fait attention à ce qu'on met comme chaussures, on se parfume un peu. Comment ça se situe quand on ouvre pour la première fois et qu'on va entrer? C'est très prestigieux, c'est très symbolique, dans la salle, le sein des saints d'un conseil d'administration. Comment on se prépare à ça ? Vous posez une assez bonne question parce que effectivement, j'ai plusieurs présidents de conseil qui m'ont dit une des difficultés, c'est qu'il y a des administrateurs salariés, parfois on met du temps avant d'entendre leur voix. Effectivement, oui. Il faut passer dans vos petits souliers, quoi. Il faut passer le cap de l'instance. En fait, quand vous êtes représentant du personnel, vous êtes déjà entre membres de la même entreprise, hein, ce qui n'est pas le cas du conseil d'administration, puisque la plupart des administrateurs sont extérieurs à l'entreprise. C'est quand même un truc assez important. Et surtout, quand vous êtes en conseil social économique, vous êtes dans une instance de consultation, globalement. Là, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Au conseil d'administration, vous êtes dans une instance de décision. Donc, on vous présente les projets en amont. La décision n'est pas encore prise, on vous sollicite pour la prendre, puisque, en tant qu'administrateur salarié, vous êtes un administrateur comme les autres. Vous donnez votre avis. Vous ne m'avez pas répondu. Voilà. Vous évitez mes questions. Est-ce que vous aviez un peu la gorge nouée? C'est ça que je voulais savoir. La première fois. La première fois, oui. On est d'accord. Alors, j'avais la chance de déjà connaître le directeur général pour l'avoir vu dans des instances. Mais oui, vous êtes un petit peu impressionné par l'instance. Enfin, moi, en tout cas, je l'étais. Je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais moi, je l'étais. Je me mets à votre place et j'essaie de comprendre. Et je pense que j'aurais été dans le même état d'esprit. Karine Donien-Sauze, la loi Pacte, c'est la loi de 2019 qui permet donc à des salariés. D'abord, une question pratique, est-ce qu'ils doivent tous être mandatés par un syndicat ?
Je crois qu'Hugues a dit quelque chose de très important. Les administrateurs salariés sont des administrateurs à part entière et doivent œuvrer à l'être. Ça, c'est très important. Et pourtant, ils n'accèdent pas au conseil de la même manière que d'autres administrateurs qui sont autour de la table. On l'a évoqué, certains viennent de l'extérieur, ils viennent de l'intérieur et surtout, ils sont les représentants d'une partie prenante de l'entreprise. Donc ça a plusieurs conséquences et une grande valeur pour un conseil. Tout d'abord, ça permet à un conseil de prendre la mesure du climat social dans l'entreprise. Et puis, ça donne un point de vue intérieur-extérieur. Donc, quelle que soit finalement la façon dont les administrateurs salariés accèdent au conseil, ce qui importe, c'est qu'une fois qu'ils sont autour de la table, et l'important, c'est qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils soient au minimum deux, mais tout dépend des cas de figure, pour pouvoir peser et porter leurs propos, c'est la valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir déployer pour contribuer à la dynamique collégiale de ce conseil dans toute la diversité qui est requise. Mais juste, je me tourne vers vous. Vous avez une vue panoramique parce qu'il y a ce fameux club des administrateurs salariés à l'IFA. Ils sont vraiment de plein pied dans les conseils d'administration et dans votre organisation. C'est pas si simple de prendre sa place dans un cénacle où j'ai regardé à la BNP, il y a quand même des personnalités importantes, des gens qui, pour certains, sont des dirigeants d'entreprise, des gens qui ont été très médiatiques. C'est pas si simple quand même, lorsqu'on est salarié, de s'exprimer, d'avoir entre guillemets la légitimité de le faire. D'avoir la légitimité et en effet d'avoir un rapport de pair à pair, Exactement. Mais c'est la logique d'un conseil. C'est-à-dire quand on est dans un conseil, toutes les personnes, tous les administrateurs ont pleinement leur place. Mais il faut encore qu'individuellement, on le ressente de cette manière-là. Alors le club administrateur salarié de l'IFA a été créé dernièrement. Ça fait 2 ans en fait qu'il est dans sa configuration actuelle. Et c'est un des clubs qui rassemble le plus de membres. Et qui travaillent le plus aussi, parce que justement, il y a un certain nombre de questions qui sont les leurs. La formation, la posture, des sujets en propre de positionnement. Il y a beaucoup de travail de psychologie. Au-delà des sujets que vous connaissez, je me tourne vers vous, mais les sujets de votre banque, en tant que représentant syndical, vous les connaissez. C'est la façon dont vous allez les porter, c'est la façon dont vous allez argumenter, et c'est les enjeux en amont, c'est-à-dire que vous avez des informations, il faut le préciser, où vous êtes, il faut le dire à tous ceux qui nous regardent, dans une confidentialité absolue. C'est-à-dire que vous avez accès à des informations très confidentielles. En tant qu'administrateur, bien entendu, vous avez accès à des informations qui sont, pour une grande partie d'entre elles, classées secrètes. Alors, d'ailleurs, vous touchez du doigt un des grands sujets dont on débat au club des administrateurs salariés de l'IFA, qui est celui de la communication. Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes élu vous représentez les salariés, vous êtes élu par les salariés. Donc, les salariés, de façon très logique, vous interpellent et vous dites, mais qu'est-ce que vous dites pour nous? Qu'est-ce que vous faites pour nous? Et voilà, donc vous avez Pour le dire un peu cash, c'est un peu entre deux cymbales, quoi. Oui, non, mais je veux dire, quand on regarde le syndicalisme médiatique mainstream des grandes chaînes de télé, ce sont des manifs, il y a des CRS, ça crie. Enfin, moi, je vois un syndicaliste progressiste qui est membre du conseil d'administration, qui réfléchit aux enjeux et à l'avenir. Enfin, vous dépoussiérez le syndicalisme d'une certaine manière? Vous lui donnez une autre image? Je dirais quand même que vous avez une vision caricaturale, un petit peu caricaturale. Enfin, c'est ce que je regarde à la télé, moi. Du syndicat. Oui. Ouais. Alors après, je ne jugerai pas de ce que les chaînes de télévision montrent du syndicalisme en France. Il y a quand même énormément, et même dans les comités socio-économiques et dans toutes les discussions qui ont lieu à côté, énormément de négociations qui se passent relativement bien. Chacun y va avec ses arguments. Voilà, là simplement, en fait, vous n'êtes pas dans une instance de négociation. Ce que vous faites, c'est que vous portez, comme l'a très justement dit Karine, une voix un peu différente, qui est la voix interne. Et assez naturellement, c'est quoi le plus des administrateurs salariés? Ça va être que l'administrateur salarié, lui, il est intéressé sur une vision très longue, il est très pérenne de l'entreprise. Alors, tous les administrateurs sont intéressés par la vision pérenne de l'entreprise, mais vous avez vraiment une vision longue. Si au pire, on vous dit il y a 1 ou 2 années sans dividende, parfois vous êtes salarié, ça va pas vous perturber. Oui, ça va pas vous perturber plus que ça. Ce qui vous intéresse, c'est que l'entreprise ait des projets longs, que l'emploi se maintienne et qu'il y ait surtout des projets d'avenir. Et nous, c'est ça qu'on porte. Et au moment, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, on parle beaucoup de responsabilité sociale et environnementale. Les administrateurs salariés sont évidemment très sensibles sur le S et sur le côté social. Et c'est vraiment quelque chose. Et moins sur l'environnemental? Vous oubliez le E aussi? On ne l'oublie pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les administrateurs le portent. À l'heure actuelle, enfin après Karine vous donnera peut-être son avis,
je vois pas un administrateur dire non, écoutez, monsieur, vous êtes gentil, nous, les questions environnementales, non, c'est impossible. C'est pas notre sujet. Donc, même si, alors, les questions sociétales, tout le monde vous dira il y a du chemin à faire encore. Mais c'est quelque chose qui est très porté par les administrateurs salariés. Même si, vous souriez parce que vous avez organisé un colloque passionnant sur la place de la biodiversité et de ces sujets, on voit que ce sujet n'est pas négligé, mais il n'est pas mis en haut de la pile quand même, il faut le préciser. Il n'est pas encore complètement en place au cœur de la stratégie de l'entreprise, mais le temps fait son travail. On voit quand même une évolution flagrante, puisque sur le dernier baromètre que nous avions produit suite aux dernières AG, nous aurons un autre baromètre là, qui va sortir... Avec l'ORS et... en 2022, je parlais du baromètre sur la composition des conseils. On voit quand même que sur le SBF 120, on a fait un x2 en termes de présence d'administrateurs salariés. On en est à 14% aujourd'hui qui sont membres du conseil. Il y a obligation ou pas ? Il y a obligation pour les entreprises en France de plus de 1000 salariés. D'accord. Et selon la taille du conseil, il est recommandé d'en avoir 2 ou 1. Mais ça, ce sont des recommandations, on va dire, des principes. Il est aussi tout aussi important pour une ETI ou une PME, d'avoir autour de la table un représentant salarié. Alors évidemment, il faut bien commencer par quelque chose. Et on voit que la loi crée des bonnes pratiques aussi. On l'a vu avec la loi Copé-Zimmermann sur 2011. La mixité et la parité pour les femmes. Et je pense que pour les administrateurs salariés, ce sera identique. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de femmes administratrices salariées aussi. Ça aussi, c'est un chiffre qu'on a eu sur le dernier baromètre, puisque près de la moitié des administrateurs salariés dernièrement nommés sont des femmes. Donc des administratrices. On n'a pas répondu à la question de la pression. Les 2 cymbales, c'est votre base, pour utiliser des mots un peu de syndicat, votre base vous dit il faut que tu dises ça. Et puis en même temps, vous avez aussi des obligations. Comment ça se passe cette relation justement entre la base et le conseil d'administration, la façon dont vous allez à la fois recevoir des informations, en donner au compte-gouttes parce que vous ne pouvez pas dévoiler les secrets du conseil d'administration. C'est une situation qui n'est pas simple quand même. Effectivement, c'est une situation qui n'est pas simple. Alors, je ne dirais pas qu'il y ait une pression de la base. En fait, vous portez des idées, vous avez vos idées propres, qui sont évidemment celles aussi qui sont portées par votre organisation syndicale, mais vous êtes présenté sur une liste syndicale et après, contrairement à un délégué syndical qui, lui, va défendre vraiment les idées et porter uniquement les idées de son syndicat, vous représentez l'ensemble des salariés. C'est quand même une distinction qui est, c'est là où je voulais vous amener. Qui est extraordinaire. Vous n'êtes plus dans du corpo de négo, vous êtes vraiment dans l'intérêt général. C'est-à-dire qu'en fait, la marque du syndicat, de vous à moi, est-ce qu'elle disparaît ? Un peu, finalement. Vous avez votre côté intuitu personnel qui fait qu'elle ne peut pas disparaître complètement. Je veux dire, moi, quand je suis dans le conseil de BNP Paribas, ma personnalité profonde ne disparaît pas. Mais effectivement, vous êtes dans le cadre de l'intérêt général des salariés. Voilà, très honnêtement, alors je vais parler de mon cas, je n'ai pas de pression de la base. Simplement, ce qu'il faut bien, c'est évidemment se tenir parfaitement informé, et c'est ça qui est difficile. C'est que ce qu'il faut, ce qui est très important quand vous êtes dans une entreprise de la taille de BNP Paribas, par exemple, c'est d'avoir un réseau qui vous permet d'avoir bien les remontées des infos de partout, de savoir quels sont un petit peu les sujets qui sont prégnants. Et de faire remonter ces sujets prégnants. Et la direction générale est très intéressée d'avoir ces remontées parce qu'elle n'a pas ce maillage, elle l'a d'un point de vue juridique, mais elle ne l'a pas sur le plan humain peut-être, pour avoir une remontée aussi fine que vous lui apportez. Elle a des remontées différentes, mais quand vous êtes dans une très grosse entreprise avec beaucoup de strates hiérarchiques, vous avez forcément des filtres. Il y a des filtres, beaucoup de filtres. Des détails pratiques. C'est intéressant, il y a un ordre du jour. Enfin, j'imagine que l'administrateur salarié reçoit un ordre du jour, peut le préparer. Il n'arrive pas comme ça. Comme tous les administrateurs du conseil. On est d'accord. Il y a une rémunération pour les administrateurs salariés. L'administrateur salarié, encore une fois, est comme n'importe quel administrateur. Alors, il est effectivement salarié de l'entreprise. La question de la rémunération en tant qu'administrateur est un sujet qui est laissé libre au conseil d'administration. Je crois d'ailleurs que le club a fait des travaux dans ce sens-là. Oui, alors le club des administrateurs a fait des travaux dans ce sens. Ce qui en ressort, c'est que majoritairement, les entreprises, alors je vais parler de jetons de présence, même si c'est plus le terme consacré, mais au moins avant c'était l'expression. Voilà, avant c'était l'expression. On dit comment maintenant ? Rémunération. Si je parle de rémunération et de rémunération, du coup, mais ça devient un peu dingue. Ça devient un petit peu compliqué. Donc vous avez une double rémunération. Voilà. Donc, en fait, l'administrateur salarié a évidemment le maintien de son salaire, ce qui est quand même logique. C'est la moindre des choses, quand même. Voilà. Et la plupart des entreprises, on va dire, versent les jetons de présence. Pourquoi ? Parce que l'administrateur salarié a les mêmes droits et les mêmes devoirs et donc les mêmes risques juridiques
que les autres administrateurs. Vous risquez quoi d'ailleurs, tiens? Vous avez des risques, vous avez un risque pénal. Si par exemple il y a une faute qui est commise par le conseil d'administration, une décision qui est prise, vous pouvez avoir un actionnaire qui attaque. Alors c'est très rare, mais qui ensuite attaque individuellement les administrateurs. Donc Ah oui. il y a cette rémunération. Oui, il y a une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête quand même. Il faut faire ça sérieusement. Il faut faire ça sérieusement. Et donc rémunéré ou pas, en double rémunération? Alors, moi, à titre personnel, je suis la BNP Paribas me verse les jetons de présence. L'information est publique, vous la retrouverez dans le rapport d'activité, et je reverse cette rémunération, ainsi d'ailleurs que la personne qui est administratrice à mes côtés, à l'organisation syndicale dont nous sommes issus. Quand on a travaillé le sujet au club des administrateurs salariés, on va dire que 90% des administrateurs salariés reversent. Il y en a parfois qui... Mais c'est du montant des jetons de présence, je mets des guillemets, de ceux qui sont véritablement... C'est exactement, la même chose. C'est exactement le même montant. D'accord, ça c'est très intéressant. On est vraiment... De plein pied, de plein droit. Voilà, on est vraiment considérés comme des administrateurs comme les autres. Juste un mot, les comités de rémunération, c'est un sujet parce que c'est le petit comité à l'intérieur du conseil d'administration qui... Alors, ça n'existait pas avant, mais c'est une émanation, on l'a créé pour décider des augmentations des top managers et du PDG en général. Vous en faites partie ou est-ce que... Oui, j'en fais. Qu'on se le dise calmement, ça veut dire que là, vous avez accès aux primes, aux stocks et aux salaires de votre patron. Mais la politique de non, mais vous voyez ce que je veux dire. La politique de rémunération du dirigeant rentre dans les compétences du Bien conseil. sûr. Non, mais... et donc de tout administrateur qui y participe, les administrateurs salariés comme les autres. Mais en bien effet, sûr. ça peut paraître curieux, mais la politique de rémunération doit correspondre à la stratégie de l'entreprise. Nous sommes d'accord. Donc la façon dont la politique de rémunération est articulée dans les objectifs, dans le versement des dividendes versus de l'investissement, dépend en effet d'orientations stratégiques qui sont prises en conseil. Moi, je le dis un peu vite, mais c'est vrai que vous avez le regard, enfin, vous avez un chiffre qui correspond à la rémunération, voilà. plus prime et plus stock et plus bonus s'il y a. Mais c'est tout à fait transparent, c'est-à-dire que cette rémunération est énoncée en assemblée, donc il n'y a pas de... Oui, c'est d'ailleurs ce qui rend la chose très transparente, puisque vous êtes administrateur salarié et vous avez accès en toute transparence. Non, ma question était double, vous auriez pu être exclu, la loi aurait pu exclure l'administrateur salarié de ce fameux comité de rémunération, mettant vraiment une capsule, une sorte de voile noir sur les salaires. Alors je vais vous répondre, le code de gouvernance AFEP-MEDEF a fait le contraire. Il demande aux entreprises qui sont adhérentes au COP AFEP-MEDEF de nommer un administrateur salarié au comité des rémunérations. Voilà. Alors, comme l'a très bien dit Karine, les rémunérations des dirigeants sont totalement transparentes. Vous les retrouvez sur les rapports d'activité. Ce que fait le comité des rémunérations, c'est qu'il vérifie que les rémunérations versées sont correctes, sont conformes. Est-ce qu'il faut inclure ou pas des objectifs RSE, les augmenter Ça, c'est dans les tuyaux, ça. Stock options, etc. Voilà, c'est plus que dans les tuyaux. Oui, c'est très avancé. C'est déjà en place. Un mot, ça vous a apporté quoi, vous? Puisqu'on a démarré l'émission, j'ai précisé, entre-temps, votre carrière avait progressé, au-delà de l'agence dont vous avez été le directeur, vous avez fait plein d'autres choses, mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que vous vous revoyez revenir sur la salle des marchés dans une agence bancaire de la BNP. Enfin, vous avez pris des responsabilités, vous vous êtes bonifié, densifié sur le plan du contenu. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors écoutez, vous touchez un point sensible la reconversion d'un syndicaliste. Dont on débat très souvent au club des administrateurs salariés, qui est la poursuite de la carrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après être monté si haut, si je peux me permettre. D'autant que c'est un sujet qui est, pour en avoir discuté avec plusieurs présidents de conseils et administrateurs, c'est un sujet qui est aussi un petit peu nouveau pour les conseils d'administration des entreprises, parce que c'est une fonction qui est en train de prendre de l'ampleur avec le nombre, comme Karine l'a très justement précisé. Et également, on va dire qu'auparavant, c'était administrateur salarié, c'était quelque chose qu'on faisait plutôt en fin de carrière. Oui. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est pas tout à fait votre cas. Moi, j'ai 56 ans. Donc mais enfin, vous avez encore... Bon, après, on ne sait plus à quel âge. Vous êtes très jeune, alors. Voilà, merci du compliment. Donc, pour vous répondre très clairement, oui, je me vois revenir à un poste opérationnel. Il va vous manquer quelque chose, parce que c'est grisant intellectuellement. Je ne parle pas de l'aspect très prestigieux de l'affaire, mais intellectuellement, c'est grisant.
valorisant ce que vous faites. Intellectuellement, c'est très valorisant, Bah ouais. oui, parce que vous êtes à la source de la décision et au contact de gens de très bon niveau, oui, c'est clair. Luc peut être demain un administrateur indépendant dans une autre C'est ça. conseil, Ça, c'est intéressant. finalement. C'est-à-dire que vous pourriez C'est possible. le recycle, je mets des guillemets, mais il a terminé, c'est quoi, c'est 3 ans la durée de votre mandat Alors, au Conseil ? c'est un mandat de 3 ans. 3 Le ans, mien hein. se terminera en 2024, mais c'est déjà mon 2e mandat et après, je peux me représenter, enfin, si mon organisation me Donc c'est renouvelable à l'infini. Alors, à l'infini, je ne sais pas, mais vous pouvez le renouveler, oui, parce que sachant que, honnêtement, faire un mandat, C'est pas assez. C'est pas raisonnable. Il faut, Au moins 2. Je pense qu'il faut au moins 2 mandats, parce que la prise de compétence est très longue. Ah, on est d'accord. Oui, Et le besoin de formation Eh oui, également. la prise- eh, on ça, le c'est- ressent dans les certificats que nous faisons, notamment avec Sciences Po, le certificat des administrateurs. Oui. Un fort appel d'air des administrateurs salariés avec une demande de formation justement pour s'outiller, comprendre à la fois les textes, les pratiques et puis la posture qu'il faut avoir pour pouvoir bénéficier pleinement de leur passage. en tant C'est un qu'administrateur choc salarié. triple hein, dans la posture, mais aussi dans le contenu. Et donc au départ, vous avez tâtonné comme tout administrateur, parce qu'il faut quand même l'ordre du jour, il faut l'analyser, il faut voir qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, les mots sous les mots, enfin le décryptage. C'est pas si simple. Ah, c'est pas si simple, je vous le confirme. Vous avez, quand vous arrivez... Non, mais c'est pas que s'asseoir et écouter poliment ce que des gens intelligents racontent. Vous le pouvez, mais du coup, vous n'apportez rien. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement bien comprendre ce qu'on attend de vous, la façon dont ça fonctionne, parce qu'il y a tout un tas de codes de fonctionnement à comprendre. Et puis surtout, et c'est là ce que souligne Karine, c'est très important, faire la formation. Enfin, moi, j'ai eu la chance de faire la formation IFA en association avec Sciences Po. Ça apporte beaucoup parce que ça vous permet de vous densifier quand même sur un plan technique, juridique, de bien comprendre, Et puis vous donnez d'avoir des simulations, de vous donner un peu d'assurance. Et c'est pour ça qu'il est extraordinairement important. La loi donne une possibilité de 40 heures de formation par an aux administrateurs salariés, ce qui est honnêtement ce qui est pas mal. 40 heures de formation, c'est vraiment correct. Mais moi, j'invite toutes les entreprises qui ont des administrateurs salariés ou qui vont à aller les former. À les former et surtout à ne pas se bloquer sur ces 40 heures par an, c'est-à-dire pourquoi pas faire 60 heures ou 80 heures même la première année, quitte à ne faire que 20 heures les années suivantes. Juste un mot, ça a été mon cas et ça a vraiment été... Qu'est-ce qui vous était le plus utile dans la formation? Parce que j'ai une dernière question à poser à Karine Donienso sur peut-être le législateur, si l'Assemblée arrive à marcher sur ses deux pieds, mais qu'est-ce qui vous était le plus utile? La posture, la technique, de quoi vous aviez le plus besoin? Alors, des côtés de renfort technique et juridique, et surtout connaître d'autres personnes qui sont administrateurs, salariés ou pas, et mettre le pied dans le réseau IFA, qui est vraiment une aide extraordinaire. Un soutien. La loi, peut-être qu'il faut aller plus loin. Vous l'évoquiez, vous avez soulevé le débat des ETI qui n'ont pas 1000 salariés, mais qui sont des belles entreprises. Et comme on fait là pour l'instant, la loi ne les oblige pas à le faire. Alors avant la loi, je dirais la pratique doit aller plus loin, puisque lorsque la loi commence à rentrer en jeu, c'est que la pratique n'a pas été assez rapidement. Donc on n'a pas forcément besoin de légiférer pour que les conseils se passent bien, au contraire. Donc oui, nous on pousse ardemment pour que les administrateurs salariés soient au sein des conseils d'administrateurs. On l'a vu avec la crise sanitaire, la question du capital humain est devenue essentielle. Les administrateurs salariés portent ces enjeux-là. On a parlé de l'aspect social et sociétal sur lequel ils ont beaucoup à apporter aussi. Donc ils sont tout à fait en phase avec les enjeux actuels et finalement l'évolution de la mission même de l'administrateur dans un conseil qui est devenu de plus en plus complexe. Donc j'ai l'impression que vous voyez bien quand même Hugues rempiler, comme on disait, au temps de l'armée, parce qu'après tout, c'est une charge qui vous passionne. Enfin, c'est la façon dont vous en parlez, vous êtes habité par cette fonction. C'est quelque chose qui effectivement me passionne. Et à côté, alors, vous êtes aussi membre de conseiller au prud'homme. J'ai pas du tout le côté armé, donc, mais je le rempilerai volontiers si les salariés me font à nouveau confiance, oui. Et juste le regard, là, autour de la table, est-ce que vous avez vu des regards, l'évolution des regards, la façon dont on vous a regardé la première fois et aujourd'hui? Est-ce que vous avez toute votre place, même si juridiquement, vous êtes de plein droit? Écoutez, je pense, en tout cas, j'ai vraiment de très bonnes relations avec les administrateurs de BNP Paribas et aussi avec le président et le directeur général, donc oui. Karine Donienso, en tout cas, moi, conclusion. ce que je peux vous dire, c'est qu'on donne complètement la place à la voix des administrateurs salariés à l'IFA, et en particulier sur le prochain rendez-vous, le 24 novembre prochain, sur la journée des administratrices et administrateurs, où on aura une table ronde où encore ils seront extrêmement présents, parce qu'encore une fois, ça fait partie des évolutions et des bonnes évolutions du Conseil. Et je trouve que c'est aussi une manière
de parler différemment du syndicalisme pour sortir des images parfois un peu caricaturales que révèlent les médias, mais qui sont celles qui se passent parfois devant nos yeux. C'est une autre manière, je pense, de parler de dialogue social. Vous êtes d'accord avec cela ? Oui, alors sachant que finalement, on est sur, on est sur un fil parce qu'on n'est pas juridiquement sur du dialogue social, mais c'est vrai qu'on porte la voix des salariés. Donc oui, c'est un mode de dialogue social un peu différent. Ouais, c'est tout nouveau. Je suis très heureux d'avoir fait cette émission parce que c'est aussi l'occasion de donner la parole à ces administrateurs salariés portés par l'IFA, qui est une nouvelle génération de syndicalistes. On peut peut-être les définir de cette manière. Merci à vous, Hugues Epaillard, d'être venu de Marseille. Parce que vous avez fait un petit peu de route là. J'ai fait un petit peu. Enfin, de train. Pas de route, j'ai fait du train. Mais oui, bien sûr. Pas de vélo, non, quand même. Ça fait loin. Administrateur salarié, BNP Paribas, coprésident du club des administrateurs, donc des salariés de l'IFA, et vous êtes membre du SNB, CFE, CGC. Puis merci à Karine Deniensos. Vous êtes la directrice générale de l'Institut français des administrateurs, avec beaucoup de choses, notamment ces documents qui sont extrêmement pratiques, identification et gestion des conflits d'intérêts au sein d'un conseil d'administration. Celui-ci, il est sensible et il est à lire. Et puis la gouvernance des scale-up 2022. Ça aussi, on parle beaucoup des scale-up, ces entreprises qui cartonnent. Les entreprises de demain. Les entreprises de demain, celles qui créent de la valeur et de l'emploi. Merci à vous deux. On va terminer avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler des compagnons du Tour de France. Alors, je ne sais pas s'il y a des salariés dans le conseil d'administration, mais c'est une belle institution. On en parle tout de suite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle des compagnons du Tour de France. Vous connaissez cette institution, cette vieille institution de ces compagnons, le compagnonnage, les chefs-d'œuvre qui sont l'aboutissement final de tout un long parcours. Je pense notamment à l'ébénisterie et la menuiserie, au bâtiment. Et on en parle avec Étienne Guéret. Bonjour Étienne, ravi de vous accueillir. Référent formation des compagnons du Tour de France. Pour la petite histoire, vous venez d'Orléans où il y a un centre de compagnonnage avec un site où on peut d'ailleurs voir les chefs-d'œuvre. C'est d'ailleurs très beau. Et vous me disiez que vous les aviez logés dans cet espace, qui est un lieu de vie. Juste avant qu'on parle de votre travail de référent, le compagnonnage, c'est évidemment des formations de très haut niveau, mais je dirais que c'est presque une philosophie de vie. C'est le principe, exactement, notamment dans le Tour de France, de pouvoir voyager de ville en ville. Et effectivement, à Orléans, nous avons 36 rue de la Charpenterie, le foyer de vie où nous accueillons 20 personnes de toute la France qui sont là pour une année Tour de France. Le Tour de France, c'est un petit peu le Saint-Jacques-de-Compostelle du travail manuel, c'est-à-dire de ville en ville. Donc comment ça se passe? Comment vous l'avez fait, vous, votre Tour de France? Très simplement, j'ai pu passer un premier CAP en ébénisterie dans le lycée professionnel qui est basé dans le Jura, à Mouchard. Et là, on m'a proposé notamment de partir sur mon Tour de France. Donc, j'ai commencé ma première année à Grenoble où on vivait dans un siège, une maison, où on était là plutôt une trentaine. Et à Grenoble, je travaillais chez un employeur, un compagnon, qui m'a justement retransmis son savoir-faire. Et au bout de ma première année... Ébénisterie toujours, Toujours en ébénisterie. C'était vraiment un compagnon ébéniste qui m'a justement retransmis toutes ces connaissances qu'il avait à me retransmettre. Et donc, de Grenoble, j'ai fait ma première année, poursuivie par Annecy, où là, je n'étais pas si j'ai un compagnon, mais encore une fois, dans une entreprise d'artisanat qui faisait de l'ébénisterie plus visée agencement. Mais ce qui m'a permis de changer de ville, de Grenoble à Annecy, d'Annecy à Lyon, de Lyon à Tours, Bordeaux, Toulouse, et j'ai fini par Orléans, ma dernière ville. Et pour faire votre chef-d'œuvre? Alors, mon chef-d'œuvre, j'ai pu le faire à Bordeaux. À Bordeaux, effectivement, donc qui est exposé au musée de Bordeaux. Je trouve ça extraordinaire. Le maillage du compagnonnage du Tour de France, au-delà de ce déplacement physique qui vous apprend beaucoup de choses sur la ville, sur les lieux de vie, et puis sur votre travail, évidemment. Juste pour faire un peu de benchmark, le diplôme que vous avez en compagnonnage de Tour de France, j'ai le sentiment qu'il est plus dense, supérieur en termes de technicité. Je me trompe ou pas? C'est là où, à la fédération compagnonique, donc chez les compagnons, on essaie un maximum de tirer au-delà des référentiels, des certifications, des diplômes. Un CAP, c'est un CAP. Par contre, en formation, on pousse un petit peu plus loin pour acquérir des compétences qui nous permettent de travailler en direct avec les entreprises et d'être autonome dans son métier.
Je trouve ça passionnant. Vous êtes aujourd'hui référent, donc vous n'êtes plus dans l'action de l'ébénisterie. Ça vous manque pas d'avoir les gouges, d'avoir les outils, d'avoir... On a la chance d'avoir les dimanches pour pouvoir... Vous en faites un peu? Oui, toujours. De garder le geste manuel, ça fait partie c'est votre vie. Du compagnon, effectivement. Référent, c'est quoi? C'est d'avoir la main sur les centres de formation, de faire de la promotion comme aujourd'hui, pour dire venez nous rejoindre, acceptez ce mode de vie aussi. C'est un peu, effectivement, le principe du référent, c'est-à-dire que je connais nos formations, je connais la qualité aussi des formations qu'on peut dispenser. Et donc le but, c'est d'orienter un maximum de candidats, de trouver l'orientation du candidat vers justement le métier manuel qui lui correspond. Donc dans le bâtiment ou dans les métiers de bouche, il y a du travail, il y a de l'embauche et il y a des formations qui peuvent justement y emmener. Bâtiment, ça c'est un focus important parce qu'il y a vraiment besoin en ce moment dans le bâtiment. Combien de jeunes poussent la porte de vos centres de formation? Comment ils peuvent venir pour ceux qui n'auraient pas entendu parler du compagnonnage? C'est quoi là? Vous êtes submergé de demandes ou vous êtes un peu comme beaucoup de secteurs, un peu en galère de recrutement là? On est effectivement en galère, si on peut le dire. Donc la Fédération Compagnonique, c'est un réseau national qui a 16 centres de formation, qui va pouvoir accueillir au total jusqu'à 8000 apprentis. Nous, par exemple, à Orléans, on en accueille 150. Aujourd'hui, sur les 150 qu'on peut accueillir, qu'on voudrait accueillir, on a rencontré une centaine de candidats. Donc, il manque encore 50 places possibles. La rentrée, c'est en septembre. Il y a des places. Moi, je parle en connaissance du centre de formation d'Orléans, mais je sais que les... Quel secteur, Orléans? Ébénisterie, bâtiment, voilà, c'est quoi dans tous les métiers du bâtiment, on a peu de métiers de bouche, mais principalement les métiers du bâtiment, comme les maçons, les couvreurs. On peut parler aussi notamment d'électriciens, de frigoristes, des carreleurs. On a énormément de besoins aussi dans les métiers de carreleurs. La menuiserie se porte bien. C'est vrai que les métiers du bois sont... mais la charpente a aussi d'énormes besoins. C'est vrai qu'en construction, en règle générale, il y a des besoins. Mais quand même, quand vous citez ces métiers et qu'on les distingue, l'ébénisterie, la marqueterie, la menuiserie, mais tous les autres que vous avez cités en partie sont des métiers assez pénibles. Il faut les revaloriser aussi peut-être. C'est vrai, il y a peut-être une revalorisation, surtout que la pénibilité s'efface petit à petit. On a quand même des engins de levage, on n'est jamais seul. Aujourd'hui, les sacs, par exemple, de ciment ne sont plus de 50 kg, mais de 25. Il y a quand même des choses qui ont été faites pour enlever cette pénibilité. Alors ça reste des métiers physiques, certes, mais dans un cadre réel, possible. Vous êtes venu là sur ce plateau nous dire, des places sont ouvertes pour ceux qui ont envie de se consacrer à un métier manuel, mais il y a quand même derrière de ce que vous nous avez décrit de votre propre parcours, un parcours de vie qui est passionnant aussi dans le compagnonnage. C'est pas entre guillemets un CFA où on rentre le soir chez ses parents, où ça apporte pas grand-chose, hormis la formation du CFA. Là, il y a quand même un apprentissage humain, presque philosophique. C'est même essentiel. Aujourd'hui, apprendre un métier, c'est essentiel, apprendre de ses mains, mais il y a tout le volet humain qui est essentiel. Aujourd'hui, la plupart de nos formateurs sont compagnons, qui ont donc pu réaliser un Tour de France, qui ont une connaissance assez large de ce que c'est que l'être humain en soi. Et le but, c'est de l'accompagner, certes, dans l'apprentissage de son métier, mais dans l'éducation en elle-même aussi, au volet métier. Là, concrètement, vous disiez Orléans, et pour le reste de la France, il y a combien de postes, enfin de formations à pourvoir? Parce que vous évoquez 50 places encore possibles. Ça veut dire, quand vous dites 50 places, il va partir ensuite faire son Tour de France, la personne dont vous parlez? C'est une possibilité. Mais il n'est pas obligé? Non, on ne souhaite pas forcer quiconque à suivre un parcours bien... Il peut rester à Orléans s'il le souhaite, bien sûr, par exemple. Bien sûr, on peut proposer un premier CAP, puis ensuite monter en compétence sur des brevets professionnels, des BTS, continuer sur des volets un peu plus techniques. Mais c'est aussi des choses qui sont possibles sur le Tour de France. Alors, il faut en avoir la possibilité, voyager de ville en ville. Moi, par exemple, j'ai fait 6 années de Tour de France. C'est pas voué à tout le monde. Tout le monde ne le veut pas. Vous avez 27 ans, c'est ça? C'est ça. Donc, vous avez, là, vous avez démarré à 20 ans, en fait. Un peu plus jeune. Ça fait quelques années maintenant que je suis au centre de formation. À 17 ans, vous êtes parti, quoi. C'est ça, exactement. 17 ans, et à 23 ans, vous avez fini votre Tour de France. Vous avez un bon calcul. J'essaie de faire le maximum en calcul. 50 places à Orléans. Merci d'être, entre autres, allé sur le site des compagnons du Tour de France. Peut-être un métier correspondra à vos désirs, et peut-être que Étienne Guéret pourra répondre à vos questions. Merci Étienne, référent formation, les compagnons du Tour de France. Je sentais que vous avez rajouté quelque chose. Merci à vous. Merci à vous. Surtout de pouvoir aller sur nos sites, effectivement, qui permettent l'orientation au plus simple de la Fédération Compagnonique. Merci d'être venu nous faire partager votre parcours de vie aussi. C'est la fin de notre émission, on est très en retard. Merci à toute l'équipe, merci à Kylian à la réalisation, merci à Thibaut pour le son et Héloïse qui l'accompagnait. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily, évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à vous. Je serai là demain. Bye bye.